on milite contre le Linky et qu'entre le Linky et la 5G, on trouve des points de comparaison. Le désastre écologique, on trouve aussi la collecte des données, la captation des données et les dérives d'une surveillance généralisée. Et on trouve aussi le volet impact sur la santé. Sur la 5G, ce qui change, c'est que le volet sanitaire, c'est le plus préoccupant. D'ailleurs, 252 scientifiques, dont le docteur Alice Asco, en 2017, ont signé un moratoire donc, contre la 5G, parce qu'aujourd'hui, la 5G, on n'a aucune étude épidémiologique, aucune étude d'impact sur cette nouvelle technologie, sachant que les autres technologies, c'est-à-dire les autres générations de téléphonie mobile, la 2G, la 3G, la 4G, on a déjà des certitudes et des preuves que cela entraîne des troubles, des pathologies, et cela, on vous l'expliquera. C'est la raison pour laquelle on a souhaité donc faire cette conférence et qu'on a fait appel au docteur Anis Asco, qui est une référence au niveau mondial, de par ses travaux. On a la chance en plus de la voir puisqu'elle est d'ici. Elle est basque, sa famille est depuis plusieurs générations à Bidart. Donc on a la chance d'avoir avec nous une scientifique indépendante. Alors, je vais vous la présenter. J'ai même pris des notes parce qu'il y a tellement de choses à dire que... Mais on ne va pas tout dire, on va pas tout dire, je vous rassure. Donc déjà, son cursus, plusieurs diplômes de médecine, dont 3 en épidémiologie de Harvard. Son parcours au niveau professionnel, il est tout aussi prestigieux. Là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que sinon on ne s'en sort plus. Enfin, experte de l'OMS, directrice de recherche au Centre international de recherche contre le cancer. Et son travail porte surtout sur le cancer, avec entre autres un travail sur le cancer du sein, le tabagisme, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, enfin tout le cocktail qui nous détraque. Voilà. Au niveau de son engagement aussi, c'est une scientifique indépendante, une des rares scientifiques indépendantes qu'il y a encore, ça c'est important, qui se bat pour une science justement. Qui se bat pour une science indépendante. Son combat aussi, elle le mène pour les enfants. Et ça, les enfants, en fait, ce sont les premières victimes, souvent, de nos erreurs. Et c'est pour ça qu'on a souhaité aussi placer cette soirée sous le signe des enfants. Et donc, on a mis une boîte derrière la salle pour collecter et redistribuer ça à l'association Art et Ri. C'est l'association qui s'occupe des enfants malades de l'hôpital de Bayonne. Et on vous fera circuler une boîte. Et on remettra ça à cette association-là. Voilà, je vous demande encore de bien vouloir arrêter vos portables. C'est vrai, c'est pas une blague. Les gens sont vraiment malades et souffrent à cause des ondes. Donc par respect pour eux, parce qu'il y en a qui sont venus, qui ont fait le courage de venir, qui ont eu le courage de venir, malgré... il doit y avoir de la Wi-Fi certainement qui traîne par là. Donc merci pour eux. Voilà, je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Voilà, arrêtez votre téléphone et je laisse la parole au docteur Anis Asco. On la laisse parler et ensuite on fera circuler le micro pour que vous puissiez intervenir. Merci. Merci. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur moi, je ne vais pas en rajouter. Pourquoi je viens ici et pourquoi j'interviens dans des tas de lieux et devant des publics très divers? Parce que, effectivement, j'ai passé ma vie, ma carrière en tout cas, sur les problèmes du cancer et que j'ai vu multiplier par plus de 2 le nombre des cancers dans le monde.
Et donc j'ai essayé, à ma petite échelle, d'essayer de faire quelque chose pour la prévention du cancer. Donc je suis, ça a été dit, épidémiologiste. Comme vous pouvez le deviner, c'est l'étude au départ des épidémies. En tout cas, c'est l'étude de la survenue des maladies pour, d'une part, décrire les phénomènes de santé ou de maladies dans les populations, voir comment elles évoluent au fil du temps, voir les variations géographiques ou autres, et surtout pour essayer dans l'épidémiologie étiologique de partir à la recherche des causes de la maladie. Donc au cours de ma carrière, j'ai travaillé sur le tabac, les choses connues, l'alcool, etc. Mais au fil des décennies, j'ai bien compris que ça ne suffisait pas pour expliquer la totalité des augmentations du cancer. Et donc, de plus en plus, je me suis penchée sur les problèmes de l'environnement. Ce qui ne m'a pas porté bonheur d'un point de vue carrière, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Surtout à l'époque où j'étais une des premières à en parler en France, et encore, j'avais la chance d'être en un centre international, donc j'étais en France, mais hors de France. Ça a été très difficile parce qu'il y a eu beaucoup de réticence à reconnaître le fait qu'il y ait des cancérogènes, donc des substances qui peuvent provoquer le cancer, dans l'air que l'on respire, dans l'eau que l'on boit, dans la nourriture que l'on mange et dans les objets qu'on utilise au quotidien. Pourquoi il y a une telle résistance ? Essentiellement parce que tous ces trucs-là, ça rapporte de l'argent et qu'il y a des intérêts économiques majeurs. Alors, il y avait des intérêts économiques qui étaient gros avec le tabac, mais ça n'a rien à voir avec les intérêts économiques auxquels on doit faire face aujourd'hui, en particulier sur la 5G. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la 5G ? Finalement, je pourrais arrêter ma présentation ici et dire on n'en sait rien. On ne sait rien. Mais c'est ça le problème. C'est qu'on ne sait rien, que personne n'a encore étudié les effets éventuels de la 5G sur la santé humaine et sur l'environnement en général, sur tout le monde du vivant, sur les animaux, sur les insectes, sur les plantes, et que néanmoins, certains décident d'exposer la population à ces ondes. Donc la raison pour laquelle on se bat avec d'autres scientifiques, c'est vrai qu'on a demandé notamment un moratoire sur la 5G, c'est pour dire, mais attendez, avant de balancer une exposition à laquelle personne n'échappera sur la planète, puisqu'on a dit qu'il ne fallait pas des zones blanches, que Macron a promis une couverture à 100% de toute la France, même au fin fond des vallées du Pays Basque, personne ne pourra y échapper. Mais est-ce qu'on a le droit d'exposer une population à un produit quel qu'il soit ou à des rayonnements alors qu'on ne connaît aucun effet ? Donc, nous, en tant que scientifiques, certains en tout cas, on a commencé à récolter les signatures. J'étais responsable de toute la collecte au niveau Europe. Ça s'est fait sur tous les continents, peu importe, en disant on ne sait rien, attendez un peu quand même avant de balancer ça sur les êtres humains. Et par exemple, il faudrait au minimum faire une étude sur les rats, les souris, les animaux de laboratoire pour voir comment ils vont réagir à ces nouvelles bandes de fréquences. Ça ne se fait pas. Est-ce que ça se fera ? C'est dur, c'est la période de Noël, donc on peut croire au Père Noël, mais ça me paraît difficile. Pourquoi on se préoccupe ? Alors, mes adversaires, que je rencontre souvent dans des débats contradictoires, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en fait, on ne laisse pas parler ceux qui disent faire attention, me disent « Ah, mais le champ électromagnétique terrestre, il a toujours existé. » C'est vrai, il y a un champ magnétique terrestre, ok, allez bon. Et puis, les champs électriques, il suffit qu'il y ait un orage, la foudre, c'est un phénomène électrique. Très bien. Donc tout ça, je suis d'accord. Mais dire qu'il y a une assimilation de ces nouvelles fréquences qu'ils vont créer, là, qui sont fabriquées, avec ce qui existe aujourd'hui dans la nature, ça n'a rien à voir. La valeur du champ magnétique, c'est des milliards de fois
le champ magnétique terrestre naturel. Donc, des milliards de fois, on passe quand même dans une autre galaxie sur les effets potentiels. Et donc, ces choses-là, on devrait les étudier. Depuis quand on a été capable de créer des radiofréquences champs électromagnétiques? Depuis au moins les années 50, ceux qui étaient à la pointe de la recherche, qui ont fait le plus de choses, étaient l'URSS, qui existait encore à cette époque-là, et notamment, ils travaillaient beaucoup sur les radars, à des fins militaires, sur les radars, et quand même, ils ont réalisé qu'un certain nombre des personnes qui étaient exposées à ces radars développaient un certain nombre de cancers, des leucémies, des lymphomes. Donc, ils l'ont publié, ils l'ont écrit en russe. Et puis en plus, c'était l'URSS, donc on ne lisait pas forcément ce que faisaient les Russes. Donc, c'est pas sorti. Après, on s'est rendu compte que les Américains aussi faisaient exactement la même chose. Et eux aussi, depuis les années 70, avaient des papiers classifiés, qui viennent d'être déclassifiés, qui montraient que l'utilisation des champs électromagnétiques, lorsque l'humain est exposé, allait avoir un certain nombre de pathologies. Donc finalement, il y avait quand même des connaissances quelque part, mais qui ne sortaient pas. Puis tout le monde ne travaillait pas avec les radars, donc ma foi. Néanmoins, quand même, ça a eu des conséquences. Et si on regarde aujourd'hui les normes d'exposition permises pour la population aux radiofréquences champs électromagnétiques, le pays qui a les mesures les plus conservatrices, protectrices pour la santé, c'est quand même la Russie. Mais chez nous, c'est moins dangereux, sans doute, on ne l'a pas étudié, donc on a des niveaux de soi-disant protection qui sont beaucoup plus élevés. Donc ça, c'est un peu d'historique. Et quand est-ce que finalement ces radiofréquences sont arrivées dans notre environnement à tout le monde? Mais ça a été avec la création du four à micro-ondes, avec les téléviseurs, surtout après avec les téléviseurs à écran plat, avec les plaques à induction, avec tous ces objets qu'on a dans nos maisons. Mais tant que ça restait le four à micro-ondes, même si certains ont dit que la nourriture était modifiée par l'exposition aux champs électromagnétiques, il n'y a pas eu de vraies études là-dessus. Alors moi, je sais que j'en avais un chez moi, mais je disais à mes gamins, vous pouvez mettre la nourriture dans le four, mais après, ne regardez pas cuire la nourriture. Souvent, les gamins, ils restent collés au four pour voir si le gâteau il cuit ou le truc. Donc, même si à l'époque, je ne m'intéressais pas encore à ces sujets, on ne reste pas à côté d'un appareil qui marche. Bon. Et puis, après, il y a eu la téléphonie mobile. Et là, on s'est collé une source de champs électromagnétiques à côté du cerveau. Alors là, quand même, ça a commencé à inquiéter certains. Et au bout d'une dizaine d'années, 15 années, il y a quand même qui ont dit mais il faudrait regarder quand même, est-ce qu'il n'y a pas un risque de tumeur du cerveau? Qu'est-ce qu'on fait avec cet appareil collé à l'oreille? Et avant de faire une tumeur du cerveau, il y avait déjà quand même des gens qui décrivaient le fait que s'ils restaient longtemps au téléphone, leur oreille devenait rouge et une sensation de chaleur, que moi-même j'ai expérimenté parce que j'ai eu très tôt un téléphone mobile, puisqu'au Centre international de recherche sur le cancer, le directeur avait décidé que tous les directeurs d'unité devaient pouvoir être joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc on avait tous droit à notre téléphone. Ça, c'était les premiers téléphones, la première génération qui n'avait pas de nom, puis après la 2G, 3G. Et aujourd'hui, ce que l'on sait sur les risques liés aux champs électromagnétiques, ça vient pour le cancer, essentiellement du cancer. J'aborderai les autres maladies après, mais moi j'ai passé ma vie dans le cancer, donc je me considère une experte du cancer. Et pour changer d'atmosphère, je ne vais pas du jour au lendemain, en prenant ma retraite, devenir une spécialiste de l'hyper-électrosensibilité, comme d'autres l'ont fait. Donc pour le cancer, on a suffisamment de recul avec les téléphones tels qu'ils étaient dans les années 90, à une époque où très peu de gens avaient un téléphone portable, et quand ils en avaient, sauf ceux qui l'utilisaient pour des raisons professionnelles, l'utilisaient très peu. Et donc il y a eu une série d'études qui ont été faites
d'abord dans les pays nordiques par un Suédois, Lennart Ardell, qui est un clinicien et un épidémiologiste, quelqu'un de très sérieux, et qui a regardé ses effets sur les tumeurs du cerveau. Et qui a montré, dans ses études, que les personnes qui utilisaient le plus un téléphone, le plus, dans le terme des années 90, qui étaient des gens où on appelait déjà un utilisateur régulier, pas un gros utilisateur, mais un utilisateur régulier, toute personne donnant au moins un appel téléphonique par semaine pendant au moins 6 mois. Vous voyez, on n'est plus dans ce genre de fréquence. Et donc, ceux qui, eux, utilisaient ce téléphone au moins une fois par jour, ça, c'était des gros utilisateurs. Et chez ces gens-là, même si les doses étaient quand même pas très faibles, pas très importantes, étaient ceux qui développaient des tumeurs du cerveau, en particulier des gliomes, qui sont des tumeurs qui ne sont pas forcément des cancers. Il y a les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Mais de toute façon, c'est quand même quelque chose de très sérieux, parce que ouvrir la boîte crânienne pour opérer un cerveau, bon, on y arrive, mais... et notamment, certaines de ces tumeurs, les glioblastomes, sont des tumeurs extrêmement agressives, et même avec les meilleurs moyens de la médecine, supplémentés ou non par des médecines parallèles, de toute façon, malheureusement, on en meurt. Donc, il a été le premier à attirer l'attention là-dessus, et aussi à regarder non seulement le téléphone mobile que vous avez ou n'avez pas dans votre poche, mais aussi les téléphones sans fil que vous avez, pour la plupart d'entre vous, chez vous. Pas le téléphone filaire, vous savez, le filaire, celui que vous pouvez trimballer pour parler, etc. Mais après, si vous le trimballez, évidemment, il faut que la base reçoive et émette pour que vous entendiez. Donc ceux-là aussi, ce sont des téléphones à éviter. Les risques sont un peu moins élevés qu'avec le téléphone mobile, mais ils existent quand même. Et ça a été ensuite repris, il y a une très grande étude qui s'appelle Interphone, qui a été faite dans 13 pays, une étude qui a coûté des millions d'euros pour évaluer ce risque. Et on a attendu très longtemps les résultats de cette étude Interphone, pendant 5 ans avant qu'ils ne soient publiés. Mais finalement, ils sont sortis et ils ont montré, là aussi, que dans les termes de l'époque, ceux qui étaient les plus gros utilisateurs avaient un risque accru de tumeur du cerveau. Alors, c'est pas comme le lien entre tabac et cancer du poumon, où si vous êtes un fumeur versus un non-fumeur, vous allez multiplier par 20 votre risque de faire un cancer du poumon. Donc celui-là, c'est facile pour les épidémiologistes de le mesurer. Pour les tumeurs du cerveau, pour le moment, avec les expositions du passé, c'est même pas un risque de 2, c'est aux alentours de 1,4, donc une augmentation de risque de 40%. Mais pour quand même une tumeur, comme je l'ai dit, qui très souvent va vous tuer. Donc c'est quand même pas négligeable. Et en tout cas, même si on avait attendu pendant 5 ans les résultats de l'analyse de l'ensemble des pays, des 13 pays participants, c'était coordonné par le CIRC, cette étude, les pays individuels avaient eu la liberté de publier leurs propres résultats. Donc on avait des résultats dans différents pays, pas tous. La France n'a jamais publié les siens, je crois. En tout cas, pas pour notre étude. Et on voyait quand même le style des résultats. On voyait que oui, non, est-ce que vous avez déjà utilisé un téléphone? Évidemment, ça ne donnait rien. Mais que si on regardait ceux qui l'utilisaient 15 minutes par jour, qui l'avaient utilisé pendant 10 ans, avaient un risque augmenté. Et ce qu'avait montré Ardell, qui était très intéressant, c'est qu'il avait demandé aux gens à partir de quel âge vous avez utilisé un téléphone mobile. Et il considérait comme un âge précoce moins de 20 ans. Okay? Et là, chez les moins de 20 ans, qui avaient commencé avant 20 ans, là, le risque était multiplié par 2 ou 3. Le plus souvent du côté de la tête, où habituellement la personne tenait son téléphone, et avec des tumeurs qui étaient surtout dans le lobe temporal, donc la partie du cerveau la plus proche du téléphone. Donc en fait, on trouvait un risque dans un sous-groupe simplement,
Mais là où on l'attendait, si on s'y devait se montrer quelque part, c'était là, c'était chez ces sujets-là. Et donc ça a mené, après pas mal de controverses, le Centre international de recherche sur le cancer à faire une évaluation formelle. Donc là, je veux dire quelques mots parce que c'est intéressant pour tous les cancérigènes, les pesticides, l'amiante, tout ce que vous voulez. Ce que fait le CIRC, c'est de travailler pendant 18 mois à peu près pour produire un bouquin, maintenant sous forme électronique, avec une couverture orange, c'est Orange Books, où il compile toutes les études qui ont été faites chez l'être humain, chez l'animal d'expérience, les autres études, par exemple, de métabolisme, pour voir comment on transforme un pesticide une fois qu'on l'ingère, etc. Et en regardant tout ça, ils arrivent à des classifications pour dire qu'il y a une évidence suffisante, c'est le maximum, quand on est absolument sûr qu'il y a un lien entre l'agent que l'on étudie et le cancer. Quand c'est positif chez l'animal, c'est positif chez l'humain. Ça se retrouve dans le groupe 1, donc là c'est le cancérogène, il n'y a pas de question. Après, quand on a moins d'études, qu'il n'y a qu'un sous-groupe qui a un risque, comme c'était le cas pour la téléphonie mobile, c'est arrivé simplement au niveau, il y a un niveau 2, avec 2 sous-niveaux, 2A, les cancérogènes probables, il y a quand même pas mal d'idées que vraiment ça marche, et 2B, où il y a un risque sans doute, mais on n'a pas encore de bons arguments. Et donc, après, il y a un groupe 3, que je vais mentionner, parce que le groupe 3, c'est le groupe qui est le plus présenté de façon malhonnête dans la grande presse. Le groupe 3, c'est quand on n'a pas suffisamment de données et on ne peut pas conclure s'il y a cancérogénicité ou pas. Et l'industrie le présente toujours comme disant au groupe 3, il n'y a pas de risque. Mais non, de dire on ne sait pas, on n'a pas les études, c'est pas la même chose de dire on sait qu'il n'y a pas de risque. Donc ça c'est pour l'éducation, quel que soit le produit qui est évalué. Bon, pour les champs électromagnétiques, donc ils sont retrouvés en 2B. Et personnellement, je sais qu'il y en a d'autres qui disent le contraire, les activistes, c'était le groupe où il appartenait avec les données telles qu'on les avait à cette époque. Il n'y avait aucune raison de le classer plus haut parce qu'on n'avait pas plus de données. Après, on rentre dans des eaux plus troubles, comme parfois sur les plages de la côte basque, pour d'autres raisons. À savoir que la réunion de la monographie au CIRC, où il y a des gens de tous les pays, des experts indépendants qui viennent et qui discutent chaque étude, et après, ça se termine par un vote. Au départ, il n'y avait pas de vote. En général, on arrivait à un consensus, mais maintenant, c'est des votes. Avant qu'on arrive là, il y a tout un travail de fait. Mais après, pendant 10 jours, les gens bossent là-dessus, et donc après, ils font leur classification. Donc, en 2011, cette réunion s'était déroulée en mai, la deuxième quinzaine de mai 2011, et donc le communiqué de presse avec la classification 2B est sorti le 31 mai 2011. Bien. Et puis bon, 2B, il y a eu beaucoup de discussions, la téléphonie n'était pas contente, mais enfin c'est pas pire, parce qu'au fond 2B c'est quand même pas grand-chose. Et puis, une semaine après, mais ça je l'ai réalisé moi, bien plus tard, j'ai vu sortir une autre étude qui s'appelait Céphalo, qui regardait les risques de cancer en lien avec la téléphonie mobile chez les enfants, chez les 7-19 ans, si ma mémoire est bonne, qui a été fait dans des pays d'Europe du Nord, mais pas la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Suisse, enfin bon, 3-4 pays. Et cette étude a été acceptée pour publication dans le jargon de scientifique, donc jugée suffisamment bonne pour être publiée dans une revue scientifique, le 7 juin 2011. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Une semaine après la monographie du CIRC. Donc évidemment, cette étude n'est pas apparue sur l'écran des radars de la monographie, elle n'existait pas. Alors que parmi les auteurs de cette étude, il y avait 3 personnes
3 des auteurs qui étaient dans la monographie. Un Autrichien, comme membre vraiment du groupe, 2 membres du CIR qui étaient dans le secrétariat, et personne n'a parlé de cette étude. Alors que, en général, au CIR, quand on évalue un produit, qu'on sait qu'il y a une étude qui va sortir, le CIR demande à la revue, est-ce qu'ils peuvent accélérer le processus de revue pour qu'on puisse le considérer. Parce qu'au CIR, on ne considère que les études publiées dans des revues à comité de lecture. Ça, là, c'est bien parce que ça enlève toutes les études, soi-disant études de l'industrie. Donc, il faut vraiment qu'ils aient une valeur scientifique. Et on me demande, est-ce que vous pouvez accélérer? Donc, si on avait su officiellement qu'il y avait cette étude qui devait sortir, je suis sûre que cette démarche aurait été faite. Mais rien n'a été dit. Et ça, pour moi, ça c'est au minimum un problème éthique. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Cette étude est présentée et écrite dans des termes extrêmement négatifs en disant « cette étude donne des arguments forts contre une relation causale ». Donc on peut difficilement dire mieux. Mais si au lieu de lire le baratin qui est écrit, vous regardez les chiffres dans les tableaux, parce qu'épidémiologistes et stats, on passe notre temps à regarder les chiffres. Et parfois, les chiffres disent des histoires. Donc, quand vous regardez les chiffres, les mesures de ce qu'on appelle le risque relatif, donc je vous dis ce qui multiplie combien de fois si vous êtes exposé versus non, il y a 6 tableaux, il y a 116 mesures d'estimation du risque relatif, des odds ratios au rapport de cote, mais bon, oubliez, ça c'est pour dans les audiences plus scientifiques. Sur 116 de ces résultats, s'il n'y a pas de risque, s'il n'y a aucun risque ni protection, c'est le chiffre 1, c'est la base. Tout ce qui est supérieur à 1, ça va dans la direction qu'il y a un risque. Inférieur à 1, on aurait une protection. Donc si on regarde tous ces chiffres, et je les ai comptés un par un, donc je pense qu'il y en a 116, bon, peut-être que je vais me dire, peu importe, il y en a 97 qui sont supérieurs à 1. Alors ça va de 1,04, jusqu'à 6,5. 6,5, ouah, c'est un vrai risque. Mais comme l'étude était trop petite, il n'y avait pas assez de cas dans cette étude, il y en avait 250 et quelques, aucun résultat n'est statistiquement significatif. Ça, c'est la religion du statistiquement significatif, une autre religion, où pour que cela soit vrai, il faut que ça soit un petit p inférieur à 0,05, peu importe, donc il faut suffisamment de sujets. Quand vous faites une étude petite, vous n'arrivez pas à avoir un grand degré de confiance, en quelque sorte, dans les résultats. Donc là, ils ont dit, rien, c'est pas vrai, en plus, il y en avait 7 qui étaient statistiquement significatifs, mais ils ont dit non, finalement, on ne voit rien dans cette étude. C'est faux, cette étude a été positive. Alors, si elle avait été inclue dans la monographie, est-ce que ça aurait influencé le groupe? Je ne sais pas, je ne lis pas dans les boules de cristal, donc je ne sais pas. Mais quand même, je me dis, mais peut-être que je suis naïve, je crois que je suis naïve, même si je suis vieille, mon fils me dit, c'est pas possible à ton âge. Mais je crois que, moi je trouve qu'une étude sur les tumeurs du cerveau des gamins, moi j'en ai vu mourir des tumeurs du cerveau, ça attire l'attention quand même. Encore, si les vieux, il faut bien qu'on crève un jour, bon, ok. Mais les gamins, c'est quand même, ça devrait attirer l'attention. Donc moi je dis que si cette étude avait été là, ça n'aurait peut-être pas changé la classification, parce qu'ils auraient dit, ah, c'est pas statistiquement significatif. Mais quand même, il y en a, je pense que ça aurait gêné certains. Donc ça aurait peut-être été en dehors. Bon, peu importe, on ne refait pas le passé. Alors, on relance une autre grande étude sur les tumeurs du cerveau chez les jeunes entre l'âge de 10 et 24 ans. Donc les grands enfants, les ados, les adultes jeunes. Cette étude, elle s'appelle MobiKit. Vous avez commencé à entendre parler parce que ça fait 2 ans que j'en parle. Et à force, j'ai fini par accrocher quand même quelques journalistes. Bien, MobiKit, Mobi comme mobile, Kit comme enfant en anglais. Ok. 14 pays cette fois, dont la France. La France y est. Et donc là, on a 900 cas, pratiquement 898 cas de tumeurs. Donc on aura une puissance statistique avec 1900 témoins. Donc là,
Si les résultats sont les mêmes, mais ça je ne le sais pas, mais si les résultats sont les mêmes que céphalo, tout est statistiquement significatif. Donc ça, là c'est un cancérogène de groupe 1, il n'y a plus à avoir de nuances. Donc j'attends avec une impatience folle cette étude. Elle a démarré en 2010. La collecte des données a été terminée au 31 décembre 2015 pour le dernier des pays. Comme cette étude a été en partie financée par l'Union européenne, par la Commission européenne, à hauteur à peu près de 6 millions d'euros, je croyais d'ailleurs que c'était plus, mais bon, 6 millions d'euros, les investigateurs ont dû quand même rendre, au bout de 2 ans, un rapport pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs 6 millions d'euros. Donc, le 13 janvier 2017, et tout ça est en ligne, hein, je n'invente pas, vous pouvez regarder, j'ai même des diapos avec copier-coller, mais bon, je trouve que ça ne se prête pas dans ce genre de truc. Donc, il y a les résultats. Et alors, ils décrivent l'étude, ils décrivent les études de validation, ils disent à quel point c'est important de regarder ça, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Sauf, on arrive au résultat, et là, résultat, ils disent, étant donné l'intérêt que cette étude va susciter dans la population, nous devons être extrêmement prudents. Très bien, ça c'est vrai. Donc, nous ne donnerons aucun résultat tant que nous n'aurons pas une publication dans une revue scientifique de haut niveau avec revue par des pairs. Très bien, c'est règle du jeu. Une publication est en préparation. Très bien. Rien. Puis après, le paragraphe diffusion des résultats, parce que ça aussi, il faut le dire, c'est qu'une fois que la revue sera publiée, une fois qu'on aura les jeunes, après on en parlera au grand public parce que c'est susceptible de les intéresser. Très bien. 13 janvier 2017. Eh bien, elle n'est toujours pas sortie. Alors moi, 2 ans après, j'ai commencé à en parler partout, dans des réunions scientifiques de haut niveau, j'étais invité. Bah écoutez, hop, après ma conférence, elle sortait de online sur la poubelle, parce que c'était dangereux ce que je disais, ils allaient perdre des financeurs, même les grandes charities équivalent de la Ligue ou autre ailleurs. Donc, donc ça ne sort pas. Alors moi, j'en ai fait une obsession, on m'a dit maintenant tu es obsédé de Moby Kids. Oui, c'est vrai, je suis obsédé de Moby Kids. J'ai pu en parler au Sénat américain, j'ai pu en parler au Parlement danois, j'ai pu en parler la semaine dernière à la Chambre des députés en Italie. Mais en France, pourtant ils savent que j'existe, j'ai des signes qui savent que j'existe, mais personne ne vient m'en parler. C'est quand même dommage. Donc, je continue à me battre là-dessus en me disant où sont ces résultats. Alors, après, donc, j'ai réveillé quelques journalistes, donc ils ont commencé à téléphoner à la responsable française de l'étude en lui disant pourquoi les résultats ne sont pas publiés là, de cette étude, parce que si on regarde sur le site de l'Union européenne, c'est marqué closed, fermé, terminé, non, terminé. Alors, on n'a rien vu. Elle dit ah non, mais parce que c'est très complexe, vous savez. Donc là, on est en train de développer des algorithmes pour présenter des résultats précis, donc ça prend du temps. Mais moi, je veux bien qu'ils développent tous les algorithmes de la planète, parce que maintenant, ils disent qu'ils vont essayer de calculer s'il y a un risque, pas un risque, en fonction de la dose qui a été absorbée dans le cerveau. Alors, ça, c'est de la modélisation mathématique, parce que si le gamin, il tenait le téléphone juste contre son oreille, ou à 10 cm, s'il utilisait une méthode de parleur, etc., comment on peut savoir, en fait, au niveau de la tumeur, quelle a été la dose reçue? Bon, si ça les amuse de faire ce type d'analyse, oui, moi je suis tout à fait pour, mais en attendant, s'ils me donnaient tout bêtement, comme ils ont fait dans Céphalo, le risque pour les gens, pour les enfants, les jeunes qui téléphonent, moins d'un quart d'heure par jour, une demi-heure par jour, 3 heures par jour, moi ça me suffit, je voudrais voir ces chiffres dans un premier temps. Et on ne les a pas. Et donc ça, j'ai utilisé des vocabulaires qui, paraît-il, une scientifique ne doit pas utiliser, donc je ne les réutiliserai pas. Parce qu'après, j'ai été menacée de procès en diffamation. Parce que ne pas présenter ces résultats, c'est la technique habituelle de l'industrie, comme elle l'a fait pour le tabac, pour l'amiante, pour les pesticides. Parce que plus on laisse traîner pendant ce temps-là, on vend.
Donc, moi, je finis par dire, j'ai dit à la radio, dimanche dernier, j'ai dit, je ne veux pas que ces résultats, ils sortent après le déroulement de la 5G. Parce que je pense que si aujourd'hui, on pouvait avoir accès à cette étude, alors peut-être qu'il n'y a rien, il faut être ouvert à toutes les possibilités. Peut-être qu'il n'y a pas de risque. Ok, mais il faut le dire. Au moins, les gens seront rassurés pour le risque de tumeur du cerveau. Après, il y a les autres pathologies. Mais si, par hasard, il y a un risque, je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas le dire et qu'on n'a pas le droit de retenir ce type d'informations pendant des années. Et puis, à l'inverse d'Interphone, comme j'ai dit, chaque pays pouvait publier ses résultats. Là, certainement, il y a eu un accord de signer comme quoi il ne publierait rien tant que l'étude globale ne sera pas publiée. Donc, on n'a rien. Il y a des gens qui vont téléphoner à Buzyn, on va voir. Mais, donc, il faut qu'on réussisse à obtenir ces résultats. Alors après, on m'accuse d'être complotiste quand je dis ça sortira après le déroulement de la 5G. Mais c'est la seule explication que je vois. Parce que sinon, alors, mes chers collègues me disent, mais enfin Annie, tu sais bien qu'il faut du temps pour analyser les études internationales. Je sais, j'en ai fait des études dans plusieurs pays. C'est vrai que c'est plus long qu'une étude dans un seul groupe. Mais quand même, pour moi, c'est un sujet d'urgence. Donc moi, je veux mobiliser les résultats avant le déroulement de la 5G. Qu'est-ce que je veux d'autre avant le déroulement de la 5G? Dans le meilleur des mondes possible, je voudrais une étude expérimentale chez l'animal, parce que par rapport là aussi à 2011, depuis 2011, il y a 2 grandes études qui sont sorties. Ce sont des études quand même à 20 millions de dollars, quoi. C'est pas une petite étude faite sur un coin de table. Sur les rats et les souris, le NTP, NIHS, donc aux États-Unis, une grande étude dont on a pas mal parlé en 2018, là aussi qui a duré des années, où on a exposé des rats et des souris, mâles et femelles, à un rayonnement qui est l'équivalent d'un téléphone 2G, 3G. Alors évidemment, les rats et les souris, on les expose corps entier, dans des chambres d'exposition, parce qu'on ne va pas leur fabriquer un téléphone quand même. Donc on les expose corps entier. Mais on a eu la chance, entre guillemets, que quand on fait des études de cancérogénèse chez l'animal, parfois chez l'humain on voit un cancer du poumon, chez l'animal on voit un cancer du pancréas. Donc, c'est gênant. Mais là, les rats mâles, c'est eux qui ont montré le plus grand risque, ont eu la bonne idée de faire les tumeurs qu'on voit chez l'humain. Ils ont fait des gliomes du cerveau, vraiment, comme chez l'humain, et 2, ils ont fait un truc rarissime, donc évidemment là aussi l'industrie dit, des tumeurs du cœur. Non, ils n'ont pas fait des tumeurs du cœur. Ils ont fait des tumeurs du nerf qui arrive au cœur et qui sont, dans notre jargon de tissu des différents organes, des schwannomes, parce qu'ils touchent les cellules de Schwann, qui sont finalement la gaine des nerfs. Et là, pour le rat, c'est les nerfs qui arrivent au cœur. Pourquoi? Aussi parce qu'on n'a pas regardé leur nerf acoustique, parce que c'est petit chez un rat, donc ça, ils ne l'ont même pas regardé. On l'a vu sur des nerfs plus grands, mais c'est exactement ce qu'on a chez l'humain qui va développer des neurinomes de l'acoustique, donc une tumeur bénigne, ce n'est pas un cancer, du nerf acoustique qui est évidemment le plus exposé, mais qui entraîne quand même une chirurgie très invasive, parce que pour aller enlever une partie du nerf acoustique, bon, c'est dans des blocs rocheux, donc c'est quand même difficile d'arriver à ça. Il y a des phénomènes de troubles de l'équilibre qui peuvent persister après la chirurgie, etc. Donc là, nos petits rats ont eu le bon goût de faire en plus les mêmes tumeurs qu'on voit chez l'humain. Donc ça renforce encore le fait. Et quelques mois plus tard, donc là, ça aussi, ça a été discuté, ça a été d'abord présenté de façon très rassurante, puis après, il y a eu une revue par des pairs, donc c'est d'autres scientifiques qui ont regardé ça, et des gens comme moi, qui ne sont plus que rien puisque je suis à la retraite, et ainsi que le gars qui avait fait cette étude pendant 20 ans, Ronald Bedney, donc qui connaissait, enfin qui avait bossé 20 ans sur cette étude, mais qui lui aussi est parti à la retraite, donc on ne peut plus intervenir en tant que scientifique, mais aux États-Unis, on peut quand même intervenir en tant que private citizen,
Donc j'ai été intervenir en tant que private citizen, en disant private citizen, c'est pas un titre qui me plaît, alors je dirais citizen of the world, et puis après j'ai raconté mon histoire, et lui aussi a intervenu en tant que private citizen, pour dire qu'en fait, cette étude était vraiment positive. Et finalement, ça a eu un impact, parce qu'elle a été rehaussée dans le degré d'évidence. Donc maintenant, on a des arguments supplémentaires pour dire que chez l'animal aussi, c'est un cancérogène. Et peu de temps après, en Italie, il y a eu une autre étude de l'Institut Ramazzini qui a été faite toujours chez des rats, pas la même souche de rats, mais des rats quand même, qui a montré là aussi les mêmes tumeurs que les rats américains, avec cette fois-ci des niveaux d'exposition beaucoup plus bas, qui correspondraient en quelque sorte au niveau d'exposition de l'individu sous une antenne ou à proximité d'une antenne. Donc là, c'est tout le monde. Et les rats italiens aussi ont fait le même type de tumeur. Donc on a quand même des arguments pour dire, vraiment, ça n'a pas l'air très cool, ces radiofréquences. Alors il y en a qui poussent pour immédiatement faire une réévaluation. Moi non, alors, je suis habituée d'être toujours à contre-courant de tout le monde, donc c'est pas grave. J'ai dit non, pas maintenant. Pas tant qu'on n'a pas les résultats de MobiKids. Parce qu'ils refont une évaluation aujourd'hui, dans les mois qui viennent, ils vont dire 2A, ça ne montera pas 1, donc ils vont encore gagner du temps. Alors que si on a, si cette étude est positive, j'en sais rien, parce que quand je connais les gens qui travaillent là-dessus, mais personne ne dit rien, il y a un silence assourdissant. Si cette étude sur les gamins elle est positive, là, ça veut dire vraiment qu'il faut faire attention avec les radiofréquences. Alors, la téléphonie mobile va me dire, ah oui, mais, ok, docteur Sasko, si vous voulez, nous, on n'y croit pas, mais c'est pas grave. Mais de toute façon, nos ondes, maintenant, vont être différentes. Et c'est vrai, on va rentrer dans le domaine des ondes centimétriques ou millimétriques. Pourquoi est-ce qu'on change d'onde, de fréquence d'onde ? Pour accélérer toujours la fréquence, arriver à des fréquences de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de fois par seconde. Vous imaginez une fréquence, elle n'a pas l'air très naturelle, mais enfin, bon, peu importe. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces fréquences ? Pas pour la téléphonie mobile. Ça, c'est ce que l'on vend aux clients en leur disant, vous pouvez dès à présent acheter un téléphone compatible 5G, même si les bandes ne sont pas encore là, mais maintenant elles peuvent l'être. Elles ont été vendues là, il y a 3 jours en France, donc on va avoir de la 5G. Pour la téléphonie, qu'est-ce que ça vous permettra de faire ? De décharger votre film, pour ceux qui veulent voir le film sur un portable, en quelques millisecondes au lieu de quelques secondes. Moi je dis, franchement, pour regarder un film qui dure 1h30, je ne pense pas que l'individu voit une grande différence. Alors, pour les jeux, pour les machins, bon, ok, peut-être. Mais en fait, ça, c'est un argument commercial. On s'en fout. Et même la téléphonie mobile s'en fout. Pourquoi ils ont besoin de transfert de données en quantité absolument phénoménale ? Mais pour tous les objets dits connectés, vu qu'ils ne sont pas connectés, en tout cas pas fidèles, donc pour tous les objets que l'on obtient avec les connexions sans fil, donc pour la voiture autonome, toutes les navettes autonomes, mais aussi chez vous, votre frigo qui vous dira, là, le truc des œufs est vide. Bon, bien, donc il vous enverra un SMS, achetez les œufs, très bien. Pour la voiture, maintenant ils ont mis sur le marché en Italie un siège bébé connecté. Parce que comme ça, si vous fermez la voiture et vous avez oublié le gamin dedans, votre téléphone va vous dire non, là, il y a le gamin. Allez chercher, regarde. Bon, très bien. Parce que des brassards connectés, ça s'est sorti cet été, parce qu'on a noté quand même une augmentation des noyades, notamment dans les piscines privées de gamins, parce que les gens regardent leur téléphone. Ils regardent plus le gamin. Mais c'est pas grave, parce que 15 jours après, on a dit qu'il y avait une augmentation des noyades, il y a un mec qui a mis sur le marché un brassard connecté, donc comme ça, vous pouvez continuer à regarder votre téléphone, et on dit, ah, le gamin, allô, faire quelque chose. Donc ça a une utilité. Et le summum, moi je trouve que ça c'est le summum quand même, parce qu'il fallait y penser, mais ils y ont pensé, ce sont les couches connectées. Je vois qu'il y a des bébés ici, Pampers a mis sur le marché une couche connectée. Donc comme ça, le gamin il est irradié, c'est bien.
Et puis, comme ça, on vous dit, ah, il faudrait changer la couche. Au cas où on ne soit pas, non, changer la couche. Et pour les femmes, l'égalité, nous aurons des tampons connectés, pour ça qu'il y en a encore besoin. Donc, les tampons connectés aussi, et il est temps de changer le tampon. Bon. Donc, est-ce qu'on a besoin de tous ces objets? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas eu un vrai débat de société là-dessus. Mais là, on a en face de nous des marchés de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards. Donc, je me dis, qu'est-ce que je raconte contre la 5G là en face? Moi, je ne peux rien. Chacun individuellement ne peut rien. Donc, normalement, ça devrait être le rôle des gouvernements de protéger leur population. Mais, j'ai pas l'impression qu'ils ont l'air de bouger, là. Peut-être qu'ils espèrent aussi ramasser des miettes de ce qui tombe. Donc comment arriver à convaincre les personnes? Et c'est là que je trouve c'est important que ce soit monsieur et madame tout le monde qui soient ici, qui est quand même quelques jeunes, pas beaucoup, parce que dans toutes ces réunions, quel que soit le sujet, et bon, moi aussi je suis vieille, donc il y a des vieux, mais bon, il faudrait aussi les plus jeunes, parce que eux, maintenant, ils sont devenus addicts, accros à leur téléphone, ils dorment avec, sous l'oreiller, etc. Ça pose un vrai problème, non seulement pour les ondes, mais en plus aussi pour tous les messages transmis, et le fait que maintenant, finalement, les gens n'ont plus un moment pour réfléchir à ce qu'on veut faire dans la vie, qu'est-ce qu'on fait. Peu importe, plus personne n'a un moment où on n'est pas attiré par un de ces écrans. Et en plus, maintenant, dans les lycées, ils ont décidé, notamment en banlieue parisienne, le cartable électronique. Donc, il n'y a plus de bouquins. On doit apprendre sur un... Alors moi, pendant quelques temps, mon imprimante était en panne, évidemment, personne ne veut me la remplacer. Puis on ne veut pas que je l'achète parce qu'on ne peut pas mettre une imprimante qui n'appartient pas à l'université dans l'université. Bon, okay. Donc j'ai lu beaucoup plus de choses que d'habitude sur écran. Mais sur écran, on ne lit pas de la même façon. En tout cas, on ne lit pas de la même façon une étude scientifique où tout le jeu, c'est de comparer justement les chiffres qui n'ont rien à voir avec les paroles qui sont écrites, etc. Il faut tourner la page, mettre du jaune, du vert. Moi, j'aime bien les couleurs, donc il y a des couleurs. Non, on ne le fait plus. Donc, et je vois, même dans les étudiants en médecine, dont on dit que grâce à l'intelligence artificielle, ils seront des médecins augmentés. Moi, j'ai l'impression, pour l'instant, ils deviennent des médecins diminués, parce que si on leur enlève leur machin, ils savent plus. Et ils me disent, oh, mais de votre temps, vous appreniez des tas de trucs par cœur, mais on n'a pas besoin de tout ça, c'est dans la machine. Oui, mais quand la machine, elle bug, parce que ça arrive quand même, et là, c'est quoi la dose? J'en sais rien, moi. Puis alors, ils n'ont même plus, ça c'est un truc qui me préoccupe, ils n'ont même plus le réflexe de dire je ne sais pas, parce que non, tout médecin, on ne sait pas, il y a des trucs, on ne sait pas. Quoi. Mais avant, on a demandé aux voisins, mais tu donnerais quoi, tu ferais quoi, quelle dose? Non, eux, même pas, donc bon, un truc au hasard. Et de temps en temps, il y a des problèmes. Il y a eu un hôpital où il y a un gamin qui a failli y passer parce qu'il a fait une crise d'épilepsie. Il n'a pas de chance parce qu'il l'a fait quand l'informatique des urgences était en panne. Donc il est arrivé, le gars a connu ce que c'était, bon, il a foutu une dose anti-épileptique, très bien. Heureusement que traînait dans le coin un Africain qui, dans son pays, était médecin, ici aide-soignant, qui est arrivé et qui a dit « Mais qu'est-ce que tu as foutu à ce gamin-là » Alors je dis pourquoi? Il est dans le coma. Après il dit ben, j'ai donné tel produit, oui ça serait. Combien tu as donné? Il m'a donné une dose d'un mec de 80 kilos alors que le gamin il avait 6 ans. Il a été tiré d'affaire, une dialyse, on arrive, bon, peu importe. Mais je me dis, non pas qu'il ne se rappelait pas, ça paraît à tout le monde de ne pas savoir quelle a été la dose, mais qu'il n'ait pas le réflexe de demander aux voisins, tu ferais quoi toi? Et là, récemment, c'était où, à Rouen, il y a eu un CHU, Rennes, je ne sais plus, un CHU où il y a eu une panne informatique. Ils ont dispatché les malades dans d'autres hôpitaux, parce que les ordonnances, tout est sur l'informatique. Donc s'il n'y a plus d'informatique, on ne sait plus quoi faire. Donc peut-être qu'un jour, on aura les médecins augmentés, mais pour l'instant, moi je trouve que ce n'est pas exactement ce qu'on voit. Et de toute façon, ça s'applique aussi à la vie quotidienne. Est-ce qu'on a tous besoin de voitures autonomes? Alors ils me disent, ah ouais, mais la voiture autonome, elle ne fait pas d'accident, parce qu'il
Elle ne fera pas d'erreur, elle n'aura pas bu un verre de trop le soir, ok, très bien. Après, il ne faut pas que le mec qui est programmé, il ait bu un verre de trop, parce que le programme, il fera ce qu'on lui a dit de faire au départ. Après, ils apprennent tout seuls, enfin, c'est quand même très sophistiqué. Mais c'est pour ça, c'est pour ce monde hyper connecté qu'on a besoin de la 5G. Pour la téléphonie mobile, la 4G, elle marche très bien. Et elle peut marcher après, bon, avec les fibres optiques, on peut l'amener dans des endroits où il n'y est pas, etc. Ça, je suis tout à fait pour. Tout ce qui est filaire, il n'y a pas de problème. Mais le reste, après, c'est un changement de société. Donc, ça dépasse largement les risques sur la santé. Alors, un mot quand même sur les autres risques sur la santé, parce qu'il y en a. Bon, il y a des problèmes cardiaques, parce que notre cœur, c'est notre organe le plus électrique du corps. Voilà, il fonctionne, on peut mesurer son activité, etc. Et surtout les gens qui ont un pacemaker. Il ne faut jamais mettre le téléphone dans la poche de chemise à côté du cœur, parce que ce pauvre cœur qui fait sa propre électricité et qui se débrouille, si on lui met une autre source de machin qui n'arrête pas de monter, descendre, il y a des troubles du rythme. Et un trouble du rythme, on en meurt. Mon père en est mort. Donc, c'est des choses qui sont sérieuses. Donc, on ne devrait pas courir ce genre de risque. Ça a été beaucoup moins étudié que le cancer. C'est pour ça que j'en parle moins, parce que je dis que chacun doit parler de ce qu'il connaît, mais ça mériterait d'être évalué correctement. Alors, il y a quelques papiers, mais bon, d'un point de vue méthodologique, ils pourraient être meilleurs, parce que ce sont des vrais risques. Après, quelque chose qui touche les individus, c'est le problème de stérilité, ou en tout cas de moins bonne qualité du sperme chez les hommes, parce que le téléphone dans la poche du pantalon, ça, c'est pas bon non plus. Pour les femmes, les ovaires sont plus à l'intérieur, donc c'est plus difficile. Mais pour les hommes, la qualité du sperme diminue. Alors, il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles la qualité du sperme diminue, notamment tous les perturbateurs endocriniens, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, mais certainement le téléphone dans la poche, ça ne marche pas très bien. Alors d'aucuns peuvent décider d'utiliser contraceptifs. On vit dans un monde qui est quand même assez extraordinaire. Il y a des gens qui m'avaient contacté en me demandant si je voulais faire partie d'un conseil scientifique pour des tissus anti-ondes et des slips anti-ondes. Mais non, c'est pas pour moi. Non, franchement, j'ai pas fait 20 ans d'études pour vendre des slips, donc non. Bon, peu importe. Et c'est une start-up française qui, évidemment, a du succès. La preuve, ils sont partis maintenant en Californie. Là, ils me recontactent. Je me dis quand même un voyage en classe d'affaires en Californie, bon. Mais non, je ne veux pas faire ça. Donc, eux vendent maintenant sur le marché. Vous pouvez acheter sur Internet des slips anti-ondes qui protègent, très bien. Puis, alors, si vous n'avez pas le téléphone, vous pouvez être intéressé par leur slip antibactérien. Donc, comme ça, vous pouvez garder les slips plus longtemps sans les laver. Très bien. Et puis même, ils ont proposé des slips très chauds qui augmentent la température. Et donc, quand vous augmentez la température des testicules, vous produisez moins de sperme, moins de spermatozoïdes. Donc, très bien, comme contraceptif. Bon, moi, j'ai même pas répondu parce que c'est pas la peine. J'espère qu'ils vont comprendre quand même que vraiment ça ne m'intéresse pas. L'industrie du tabac avait déjà marqué dans les Tobacco Papers, Sasco, celle-là, il n'y a pas moyen de l'acheter, donc c'est pas bon, c'est pas la peine d'insister. Et là, ça m'embête parce que ce sont des choses qui sont vendues à des personnes qui sont préoccupées. Alors les slips, ça fait rire tout le monde, bon c'est bon, mais après tous les tissus, tous les dispositifs de protection. Là, ce que je demande, c'est qu'avant de les mettre sur le marché, au moins on teste ces trucs pour s'assurer que ça marche. Parce que les personnes qui sont hyper électrosensibles, électro-hypersensibles, peu importe l'ordre, sont désespérées. Elles ne savent pas quoi faire pour se protéger. Donc évidemment, si on leur dit que s'ils mettent le machin truc, s'ils achètent telle protection, etc., ils seront protégés. Et ça coûte très cher. Il y a des matelas anti-ondes. Le matelas, c'est quand même dessous. Il y a peu d'ondes qui viennent de dessous. Enfin, sauf si votre voisin est du dessous à la Wi-Fi sur le plafond, je vous en
Et puis après, tous les appareils de mesure. Alors là aussi, je me suis fait des tas d'ennemis dans le milieu, parce que quand il y a des gens qui viennent faire leur publicité, quand moi je parle gratuitement, mais c'est pas pour faire vendre non plus les autres. Donc là, eux, je deviens sensible. Au bout d'un moment, je leur dis, bon, ça suffit, là. Vous allez faire votre publicité dehors. Allez là, vous nous censurez, taratata. Non, je voudrais que ces dispositifs soient correctement évalués. Alors maintenant, je sais que Next Up, avant, j'en faisais partie, j'en fais plus partie, mais j'ai vu qu'ils créaient un site où ils disent que eux vont acheter tous ces machins pour les tester et après dire lesquels fonctionnent. Ça, c'est très bien. Parce qu'il faut qu'il y ait un contrôle aussi là-dessus, parce que sinon, les médecins ont toujours été accusés de faire du fric sur la maladie des autres, et c'est vrai, sauf dans la Chine antique, où le médecin était payé tant que vous étiez en bonne santé. Si vous tombiez malade, vous n'étiez plus payé. Donc, ça va encourager à la prévention. Mais ici, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, les médecins peuvent être des pourris, mais il y a aussi des pourris, parfois, dans l'autre camp. Alors, donc, ce qui fait que tout le monde se plaint de moi, les traditionnels, les non traditionnels. Mais j'ai l'habitude, donc ça m'est égal. De toute façon, je suis vieille, j'ai rien à perdre. Ce n'est pas un problème. Voilà. Donc ces choses-là, je pense, doivent être sérieusement évaluées parce qu'il faut quand même trouver des solutions. Et alors, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? En attendant, on peut essayer de faire attention. Et donc, en 2008, c'est une vieille histoire hein, quand même, en 2008 quand même, avec David Servan-Schreiber, qui lui était un nom plus connu que Sasco en France, heureusement, avait décidé de faire un appel sur les portables. Il était venu me trouver. Alors d'abord, quand il m'a téléphoné la première fois, je lui dis ouais. Il me dit je voudrais vous rencontrer parce que j'ai besoin de vos conseils. Ouais. Quand est-ce que vous venez à Paris? Je lui dis non, je ne comprends pas. Là, vous voulez me rencontrer? Je suis à Bordeaux. Moi, je viens à Paris, bien sûr, comme tout chercheur, mais vous pouvez descendre vous aussi à Bordeaux. Il m'a dit ok, je viens vous voir. Donc il était venu. Donc après, on a travaillé ensemble. C'était un mec bien. Malgré son nom, son fric, son tout. Bon, parce qu'il avait été malade, ce qu'il avait changé dans sa vie, d'ailleurs ça a été dit lors de ses obsèques, c'est quand lui-même a fait une tumeur au cerveau, un gliome, un premier, puis après une récidive de son gliome, 10 ans après, puis après il est mort finalement d'un glioblastome au bout de 17 ans. Donc on avait fait un appel en disant aux gens, en 2008, on n'avait pas encore beaucoup d'études, mais quand même, ne collez pas le téléphone contre votre oreille, utilisez des écouteurs filaires, mettez-le en mode haut-parleur, envoyez des messages textes au lieu de parler. Quand vous avez un téléphone filaire, utilisez le téléphone filaire. Ne l'utilisez pas quand vous êtes dans un train, je ne sais pas si vous savez, j'ai envoyé des messages, mais dans un train, dans une voiture, dans quelque chose qui bouge, parce qu'à ce moment-là, le téléphone doit travailler plus pour capter toujours la nouvelle antenne, ça se déplace. Donc là, vous êtes beaucoup plus exposé. Et ne le donnez pas aux gamins. Donc, il n'y avait pas de données, mais c'était logique. Alors ça, c'était paru au journal parisien, je ne me rappelle plus lequel, journal du dimanche, je crois. Et ça nous a valu des critiques enflammées de l'Académie de médecine, en disant qu'on était des charlatans, qu'on ne savait pas de quoi on parlait. Bon, au moins, tous les deux, on était tous les deux médecins, on avait tous les deux un PhD américain, moi d'Harvard, lui de Pittsburgh, lui en neuro, donc bon, on savait quand même de quoi on parlait. Les gens qui avaient signé, certains se sont fait incendier par leurs autorités d'avoir signé ce truc. Donc j'avais été voir mon patron qui avait contacté un des signataires en lui disant « Comment t'as pu signer ça, toi qui es un vrai scientifique ?» Alors, j'avais été voir le gars, je lui ai dit, pourquoi vous ne me le dites pas à moi? Parce que c'est David et moi qui avons écrit ce papier, donc pourquoi vous m'en parlez pas? Pas une réponse, bon, peu importe. Donc c'était difficile de prendre ce type de position. Et finalement, c'était trop tôt. Les gens n'étaient pas prêts. Mais je pense que maintenant, il y a quand même de plus en plus de gens qui écoutent. Aussi, pour l'histoire des Linky, donc Linky, c'est majeur, parce que finalement, ça s'est rentré chez vous, ou devant votre maison, en tout cas. On ne vous a pas demandé votre avis. On sait que sur ces compteurs Linky, et celui pour le gaz, je trouve quand même qu'ils ont une imagination qui m'étonne. Vous savez comment il s'appelle, le compteur intelligent pour le gaz? Gaspard.
On va dire Gaspard pour le compteur de gaz. Ah, enfin, bref. Et le compteur d'eau, qui n'a pas de nom. Si, Aquarius. Aquarius, ah, ça c'est joli. Aquarius. Ouais, bon, enfin voilà. Enfin, tous ces machins-là, on les met chez vous. Donc là, les gens ont commencé à agir. Et là aussi, bon, ce sont quand même des compteurs qui émettent, puisqu'il faut bien qu'ils transmettent pour dire que vous avez allumé la lumière dans les toilettes. Donc, il y a quand même une information importante. On ne peut pas vivre sans que tout le monde sache quand est-ce que vous êtes dans quelle pièce, combien de personnes, combien d'appareils qui marchent, combien. Sur la surveillance. Et puis en plus, ces compteurs sont posés sur des installations qui parfois sont vieilles. Et elles ne sont pas faites pour supporter ces fréquences. Parce qu'à l'époque où l'installation a été faite au départ, c'était pas prévu pour des fréquences comme ça. Donc ça chauffe, évidemment. Mais bon, donc voilà. Donc voilà, je ne vous ai pas dit grand-chose sur la 5G, parce que la 5G, finalement, donc il y a quelques jours, les premiers blocs de fréquences ont été vendus par l'État français. 1,5 milliard, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est par bloc ou total, c'est pas clair, l'article dans Le Monde. Les articles sur les radiofréquences dans Le Monde ne sont pas clairs, parce que le principal actionnaire du Monde, c'est quand même Xavier Niel, qui est le propriétaire de Free, de Monaco Télécom et d'autres télécoms dans différents pays, donc peu importe, donc ça a été vendu. En Italie, où ça a été vendu 15 jours avant, pour l'ensemble des opérateurs italiens, c'est 6,5 milliards qui vont au gouvernement. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va en faire, notre gouvernement, de son 1,5 milliard? Ça serait une question à lui poser. Et puis ça, ce n'est que la première tranche, où chaque opérateur a les mêmes, dans les mêmes bandes de fréquences, pas les mêmes, parce que sinon, parce qu'on pourrait fonctionner avec moins de bandes de fréquences. Si on n'avait qu'un seul opérateur, on aurait besoin de moins d'antennes. Mais là, il faut que chacun ait la sienne. Sinon, le marché. Et après, ils vont vendre les fréquences encore beaucoup plus hautes. Donc là, ces fameuses ondes millimétriques. Donc, on ne sait strictement rien. Alors, j'en parle ici, ce soir. J'en ai parlé, comme je l'ai dit, au Sénat, ailleurs, d'autres pays. J'en ai parlé avec les Gilets jaunes, dans une réunion de Gilets jaunes. Ils étaient passionnés par la santé. C'est un sujet qui touche les gens, ok? C'est de leur santé qu'il s'agit quand même. Mais après, un jour, j'ai reçu un appel téléphonique, ce jour avant, c'est quand même intéressant, je pense que c'est mon exploit de l'été, de Monaco Hebdo. Monaco Hebdo, qu'est-ce qu'ils me veulent? Monaco Hebdo, je n'ai jamais regardé Monaco Hebdo. Je regardais en ligne. Mais bon, rien de terrible, c'est Monaco Hebdo. Bon, j'ai le temps de répondre aux questions, donc je réponds aux questions, un très long interview, il m'appelle à plusieurs reprises. Ok, après il me demande, je demandais de relire, parce que c'est tant jamais. Donc je relis tout l'interview, c'était correct, tout va bien, bon, très bien, ok. Puis bon, ça va. Et puis après, je reçois Monaco Hebdo. J'en ai un là d'ailleurs. Et je l'ouvre, je me dis, ah, c'est pas possible. Il y avait un titre énorme, les monégasques seront exposés, qu'ils le veuillent ou non. Alors j'appelle le gars, l'éditeur, je lui dis, mais vous voulez démissionner, vous êtes suicidaire? Comment vous... Alors, elle me dit, mais vous l'avez dit. Alors, je dis, oui, je l'ai dit, mais enfin, d'en faire un grand titre comme ça, je dis, moi, je serais inquiet pour votre poste. Mais non, ça ira, ne vous inquiétez pas. Bon, ok, très bien. Et en fait, il a consacré la moitié du numéro à la 5G. Donc, au début, il y a Xavier Niel et ses copains qui parlent, qui expliquent tous les miracles que l'on fera avec la 5G. Donc, il y a un panel, il doit y avoir 10 bonhommes, pas une seule femme. Je crois que les femmes n'utiliseront pas la 5G. Donc, que des mecs, bon, qui disent évidemment que c'est merveilleux, grâce à ça, on va avoir une navette autonome. Et puis après, ils ont montré qu'ils allaient avoir des hélicoptères autonomes pour faire l'aéroport de Nice à Monaco. Moi, je crois que je ne montrerai pas l'hélicoptère autonome. De toute façon, on ne va pas m'inviter, mais c'est pas grave. Donc, l'hélicoptère autonome, les pompiers ont un truc grâce à la 5G, donc ils pourront aller plus vite. Monaco, c'est 2 km². Donc, voilà. Donc, il y a le point de vue de la téléphonie. Après, il y a le point de vue du monsieur santé de Monaco, qui dit il n'y a absolument aucun risque. L'OMS n'a jamais trouvé de risque. Bon, ça, c'est discutable. Bon, très bien. Il dit qu'il n'y a pas de risque. Très bien.
Après, il y a un cancérologue de Nice, puisque ceux de Monaco pauvres vont se faire soigner à Nice. Après, les plus riches, ils vont ailleurs, aux États-Unis, mais enfin, il y en a quand même qui vont à Nice. Et lui, il est plus prudent. Il dit, on ne sait pas, mais il faudrait quand même être prudent. Très bien. Après, il y a deux partis politiques, un qui dit oui, un qui dit non, comme d'habitude. Et puis, après, il y a Sasco sur 6 pages, 8 pages, enfin un truc absolument incroyable. Bon, moi, j'étais étonnée, je regardais ça, bon, c'était très bien. Et puis, Monaco, quand même, c'est pas Vaux-en-Velin, c'est pas le fin fond des Cévennes. Donc, là, il y a des gens qui ont réagi. Qui ont dit, qu'est-ce que c'est que ça, là? On va être exposé à quoi, là? Cette dame-là, quand même, elle a 3 diplômes de Harvard, elle dit que c'est pas bon. Et pourquoi on nous en a pas parlé, là? C'est quoi, là? Vous faites quoi? C'est quoi, ce truc? Donc, il y a eu une révolution dans Monaco pour dire, qu'est-ce qui se passe? Le gars me recontacte, il me dit, vous viendriez? Je dis, oui, même un débat contradictoire. Ça m'est égal, vous choisissez. Il me dit, mais qui en face? Je dis, ça, vous le voyez, hein, moi, je ne peux pas Monaco, celui que vous voulez, ça m'est égal. Donc moi, je suis prête à venir. Ok, très bien. Bon. Et puis, le gars de l'ARS a dit non, l'ingénieur a dit non. Enfin, personne n'a voulu être face à Sasco. Bon, très bien. Donc, ils ont décidé de refaire une deuxième réunion. Donc, ils ont refait une deuxième réunion où ils ont réexpliqué tous les bienfaits, tous les machins, tous les trucs. Là. C'est là qu'ils ont sorti les pompiers là, sur l'espèce de drone. Enfin bon. Et il y a quand même des gens qui ont dit, oui, mais alors, les effets sur la santé, vous dites quoi? Ah, non, mais il n'y a rien. Mais pourquoi vous n'avez pas invité la dame qui dit qu'il y a quelque chose là, quand même? C'est une scientifique américaine. Je ne suis pas devenue américaine, mais enfin, bon, c'est voilà. Nous, on veut entendre autre chose. Mais non, il n'y a pas besoin, on a toutes les compétences. Non. Donc, continuez à se disputer. Après, bon, la réunion, c'est fini, peu importe. C'est passé sur Facebook, comme aujourd'hui tous les trucs. Et donc là, je me suis fait attaquer par un ingénieur qui a dit mais quand même, le docteur Sasco devrait savoir qu'on n'utilise plus le morse. Parce que j'avais dit, c'est on-off, on-off. Bon. Alors ça, c'était faux. Ok, c'est pas on-off, on-off. Alors je lui ai dit, oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai dit, j'aurais dû dire au bas, au bas, au bas. Mais quand même, je dis, la fréquence, c'est quand même des milliers de fois par seconde. C'est quand même pas une fréquence. Il me dit, c'est une modulation de fréquence. Ah, je dis, oui, c'est une modulation de fréquence. D'un point de vue physique, ça monte, ça descend. Vous allez, mais c'est un peu quand même de façon un peu nerveuse, mais bon, très bien. Bon, donc, il ne m'a pas convaincu, moi non plus, donc on ne s'est pas convaincu mutuellement. C'est du temps à passer. Il y a quand même des gens qui vont continuer, alors c'est dangereux, c'est pas dangereux. Donc ils continuent à dire c'est pas dangereux. Alors si c'est pas dangereux, pourquoi on ne peut pas nous expliquer qu'il y en a qui pensent différemment? Et donc là, j'ai fini par faire dire à ce gars ce qu'il ne voulait pas dire. Alors je suis très contente. J'ai coûté comme ça dans ma carrière l'emploi à quelques hauts industriels dans différentes boîtes. EDF aussi, RTE, enfin il y a des gens... Il a fini par dire ce qu'il n'aurait pas dû dire. Il a dit, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, à Monaco, on ne va pas utiliser les ondes millimétriques tant qu'elles n'auront pas été montrées sur ailleurs. Donc, ne dites pas que vous utilisez la 5G, vous utilisez de la super 4G, c'est pas la 5G. J'ai plus rien entendu, mais je pense que lui, il a dû avoir peut-être quelques problèmes, j'en sais rien. Là, aujourd'hui, il y a quelqu'un de Monaco qui m'a retéléphoné, ils veulent que j'aille en continu. Mais c'est terrible, parce que pourquoi, si je parle, enfin, si j'écris dans un journal que lisent que des gens qui ne sont pas très pauvres, même s'il y a de la pauvreté aussi à Monaco, il y en a quelques-uns qui ne vivent pas bien là non plus, là, brutalement, on s'inquiète. Alors, elle me dit, vous voulez rencontrer le prince? Oh, moi, je rencontre qui m'invite, si le prince veut me parler, je n'ai pas de problème. Je dis, mais en tout cas, il faudrait qu'il arrête là de faire le tour de la planète en disant Monaco, le premier pays 5G, et de dire, on n'a pas de risque, parce que ce n'est pas de la 5G. Et donc, on en est là, on verra. Mais donc, c'est pour ça que la seule chose que je puisse faire, c'est de parler, et après, c'est aux personnes de réfléchir. Chacun d'entre vous, sur quelle vie vous voulez pour vous,
et pour vos enfants, vos petits-enfants, les autres, quoi. C'est le monde de demain. Est-ce que vraiment on veut que des gens qui ont leur greffe, déjà on va lui mettre un microchip, comme ça on saura plus rien, mais où on greffe un téléphone dans la main ou autre chose, et qu'on ne prenne pas les gens pour des imbéciles, parce que la téléphonie mobile, c'est une excuse à tous ces milliards d'objets connectés. Et là, c'est vrai que le marché est... Donc voilà, donc on est là. Alors, est-ce qu'il y a des milliardaires français qui vont faire du fric? Peut-être que Arnaud va être battu par quelqu'un d'autre qui fait les objets connectés, mais bon, vu que lui, il veut être l'homme le plus riche de la planète, et qu'il a l'espoir de devenir, parce que sa courbe de croissance de richesse est plus rapide que celle de l'homme actuellement le plus riche de la planète, qui est Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, qui est l'homme le plus riche de la planète. Mais sa richesse croît moins vite. En plus, il a eu un divorce, donc il a perdu quand même quelques millions, mais pas grand-chose, hein, parce qu'il s'est quand même débrouillé à donner pas la moitié, alors que sa femme a été avec lui depuis le début, elle a monté Amazon avec lui, mais non, mais il a quand même... Ils ne perdent jamais, ces gens-là. Donc Arnaud veut lui passer devant. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, la course d'Arnaud. Et je pense que ça n'intéresse personne d'entre nous. Donc, mais quoi faire? Alors après, il faut essayer avec les politiques. Est-ce que par hasard, il y a un maire, même pas un maire? Eh bien, vous voyez, là aussi, c'est la différence avec l'Italie. Quand je suis intervenue en Italie, il y avait des maires, il y avait des sénateurs, il y avait des politiques. Alors, certains, parce qu'il y en a un qui a fait sa tumeur au cerveau, donc il a compris que peut-être il y avait des choses... Mais quand même, les maires en France qui ont pris des arrêtés anti-pesticides ou des arrêtés anti-Linky ou maintenant anti-5G, évidemment, ces arrêtés vont être cassés. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais quand même, ça montre une prise de conscience. Et je parle des maires des petites villes, pas les grandes, pas Paris ou Lyon, ou des trucs comme ça, parce que là, les enjeux sont autres. Mais quand même dans les petites villes, en général, le maire, il habite là. Donc lui aussi, il va être sous les antennes où il boit l'eau qui est contaminée par les pesticides. Et sans doute, ça explique pourquoi il se bouge un peu. Même si après, le système est tel que leurs arrêtés sont cassés. En Italie, c'est pareil. Mais il y a plus de 160 maires maintenant qui ont pris des arrêtés anti-5G. Évidemment, ça n'empêchera pas que Vodafone, puisque c'est eux là-bas, et les autres, Vodafone c'est à l'Espagne, je sais plus, enfin bon, peu importe, ils vont quand même tester. Ils ont commencé à tester. Mais quand même, il y a une autre prise de conscience de la population, comme il y a eu pour Linky. Donc je pense que Linky, c'était super important que les gens se mobilisent. Et après, c'est à nous tous. Après tout, on va poser peut-être un bulletin de vote pour les municipales en 2020. Donc demandez aux gens qu'est-ce que vous allez faire. Ça, on avait fait l'intervention qu'elle avait fait au Danemark, au Parlement danois, au Christiansborg. C'était juste avant les élections européennes. Et donc, il y avait les différents partis politiques danois qui étaient là, à qui on a demandé « Qu'est-ce que vous ferez pour la 5G ?» Bon, il y en a une qui a dit « Non, moi je suis contre, il faut une réglementation très sévère. » C'est une chrétienne démocrate. Il y a eu un vert, qui était un vert typique. Oui, non, mais si, peut-être, enfin... Bon, j'ai même pas compris, je comprends pas le danois de toute façon, mais de toute façon, je comprenais que personne ne comprenait ce qu'il disait. Bon, c'est pas grave. Après, il y en a un qui a dit, aucun problème, moi, la 5G, c'est bon, moi, je veux que tous les Danois soient connectés. Très bien, c'est bien, moyen discipliné. Donc, au moins, chaque parti a exprimé quelque chose. Après, est-ce qu'ils auraient tenu leurs promesses après les élections? Ça, comme on le sait, c'est une autre question, mais bon. Mais au moins, il y a une prise de parole. Ils s'expriment. En Italie aussi. Et c'était marrant parce qu'évidemment, le cancer ne choisit pas forcément les partis politiques. Donc, il y avait, puis en Italie, il y a quand même tout un panel. Hein, et il y avait des gars de partis très différents qui disaient, non, quand même, il faut faire quelque chose. En général, parce qu'ils étaient touchés eux-mêmes ou parce qu'il y avait des gens proches d'eux qui avaient été touchés. Mais je pense que quand même, on a le droit de poser la question pour les municipales. Donc là, avant les municipales, on me demande d'intervenir partout.
Mais on doit poser la question. Vous allez être élu, qu'est-ce que vous allez faire? Et au niveau local, ils font en général, ils essayent de faire quelque chose de ce qu'ils ont dit, sinon ils ne sont pas réélus la fois suivante. Après, dans les grandes villes, c'est d'autres enjeux. Donc, parce que, malheureusement, c'est pas vous et moi, on n'est pas des politiques, c'est pas nous qui écrivons les textes de loi. Or, ce qu'il faut, c'est des textes de loi, au niveau national et international. Parce qu'après, j'ai travaillé sur d'autres dossiers, comme la viande aux hormones, 13 ans de ma vie, donc là aussi, la viande aux hormones. Finalement, j'avais dit, c'est pas avec l'Organisation mondiale de la santé qu'il faut travailler. Il faut travailler avec l'Organisation mondiale du commerce. Parce que c'est eux, c'est l'OMC qui décide à quoi on va être exposé. Pour la viande aux hormones, l'Europe avait dit non, on ne veut pas de la viande américaine, canadienne, des bœufs qui ont été traités par des hormones naturelles ou des hormones de synthèse, etc. Alors, bon, pourquoi les Américains ont porté plainte contre l'Europe? Pas pour la taille du marché européen, pas important, mais parce qu'ils ne voulaient pas quand même que les Américains puissent dire, ceux qui lisent, qui s'intéressent à ce qui se passe hors des États-Unis, dire pourquoi les Européens ils ne veulent pas de notre viande et nous on la mange. C'est quand même gênant. Mais là, les règles qui jouent, c'est la libre circulation des marchandises. Et donc l'Europe a été condamnée, on a payé des millions d'euros pendant des années comme entrave à la libre circulation des marchandises. Et d'ailleurs, je trouve intéressant que Macron récemment, quand il dit comme d'habitude qu'un jour il interdira le glyphosate, 2022, un jour, il a quand même éprouvé le besoin de préciser qu'il interdirait l'utilisation du glyphosate en France, mais non pas la fabrication. Donc on pourra exporter du glyphosate. Donc ça c'est le monde dans lequel on vit. Et moi je trouve finalement, parce que si un produit est cancérogène pour les Français, il y a peu de chances que ça soit un produit vitaminé pour les Africains. Donc il faudrait des règlements internationaux. Et ça, on ne les a pas. Donc, peut-être que les générations de jeunes, si un jour ils se décrochent de leur téléphone et ils viennent entendre un certain nombre de discours, ils doivent se battre pour ça, pour que finalement cette planète, elle était pas mal, elle a des défauts, mais elle était quand même pas mal. On ne peut pas la laisser se perdre. Et là, on va droit dans le mur. Alors Bezos, dont j'ai déjà parlé, ça ne le préoccupe pas trop parce qu'il est en train de construire une navette spatiale pour aller sur Mars. Bien. Il fait ce qu'il veut de ces milliards. Après, je me suis dit, parce qu'on m'avait proposé de rencontrer, parce que moi je ne vais pas rencontrer, parce que je connais quand même beaucoup de gens aux États-Unis, je me dis, mais sans une base arrière sur la Terre, il va faire quoi sur Mars? Moi, je veux bien, mais enfin quand même, il y aura besoin sans doute d'une base arrière, mais pendant un certain temps. Bon, mais peu importe, et puis évidemment, il n'y aura pas grand monde qui ira sur Mars. Et puis l'autre secteur dans lequel il met beaucoup d'argent, c'est un institut du vieillissement, Institute of Aging. Et en fait, où il demande aux gens de travailler sur l'immortalité. Comment repousser la mort? Alors, est-ce qu'on veut rester éternellement sur cette terre? Moi, non, ça va, j'ai des données, ça me suffit. L'immortalité, c'est pas mon truc. Mais c'est ça que ceux qui ont le pouvoir, parce que quand même, ces gens-là, qui possèdent la moitié des richesses de l'humanité à une vingtaine de personnes, ils ont la moitié des richesses de la Terre, ils vivent plus dans ce monde. Déjà, ils n'ont pas besoin d'aller sur Mars parce qu'ils sont déjà plus sur la Terre. Mais donc c'est aussi une question politique, une question de société, une question de valeur, quel que soit ce qu'on met derrière. Donc ça, c'est dans vos mains à vous tous. Puis après, il faut quand même essayer de faire pression sur le politique, mais c'est dur, hein, c'est dur en France. Mais en tout cas, on doit au moins essayer. Parce que de toute façon, la 5G, les villes tests, maintenant que les bandes ont été vendues, les villes tests, il y a déjà plus de noms qu'elles sont choisies. Bordeaux en est une. Bordeaux en a Martin Bouygues, que je connais personnellement, qui m'a personnellement insulté. Donc, bien, voilà, mais ça va se faire. On va être tous exposés. Et
Alors après, peut-être que je suis une dingue paranoïaque, que j'ai peur de tout. Peut-être que tout ira très bien, mais bof. Je vous laisse juger.